Avant de commencer cet épisode, je voudrais du fond du cœur remercier le Studio Majorel qui m'accueille encore une fois aujourd'hui dans toutes mes aventures multiples. Ils ont le matériel que je n'ai pas, ils ont l'énergie que parfois je n'ai pas. Ils me secourent dans toutes mes idées les plus folles. C'est un lieu agréable où je me sens bien et qui pratique des prix qui sont très raisonnables, très humains, j'ai envie de dire. Donc si vous voulez en savoir plus, c'est sur studiomajorel.fr. Je vous invite à y aller et ils répondront à toutes vos questions. Bouche à bouche. Ta bouche, leur bouche, sa bouche, ma bouche, ses bouches, des bouches, bouche à bouche. Un podcast de rencontres artistiques. Bonjour Yves. Bonjour Gauthier, Ça va bien? ça va très bien. Bon, bah écoute, je te remercie d'être mon invité, un de plus québécois. Ça me touche beaucoup. J'expliquerai pourquoi après, Ok. mais tout d'abord, on va commencer, comme c'est la tradition pour ce podcast, par la définition pour toi d'un mot. Et ce mot, c'est humain. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Oh, mais humain, c'est tout ce qu'il y a de plus beau et de plus terrible à la fois. Hmm. On... Il y a une caricature aujourd'hui dans la presse à Montréal et on voit des gens au restaurant qui sont masqués, qui se préparent au déconfinement parce que nous, on n'est pas déconfinés au restaurant. Et ils passent le menu au bout d'une baguette, tu vois, les gens essaient de pas se toucher. Et puis la dame finit par dire, bon, on se retrouve tout à l'heure aux manifestations. Bah oui, Où c'est tout le monde est collé agglutiné. les uns sur les autres. Oui, Bon, alors la bêtise humaine fait partie du bonheur d'être humain en même temps et du grand malheur d'être humain parce que la bêtise humaine, on a vu ce que ça a pu faire la semaine dernière aux États-Unis. En même temps, l'humain est capable d'aller sur la Lune, est capable de faire les plus grandes découvertes scientifiques, est capable des plus grands moments au théâtre, en musique, en littérature. Donc voilà, ben moi c'est en même temps je dirais pas c'est mon gagne-pain l'humain, mais c'est ma comment est-ce qu'on dirait ma source, c'est mon inspiration comme oui, acteur. tout à fait. D'observer l'humain et de pouvoir avec un metteur en scène ou avec un réalisateur Créer faire l'humain, quoi. voilà, de recréer ou de montrer justement de montrer ses mauvais et ses bons côtés et d'en faire des spectacles. Bien sûr. Et d'ailleurs, il faut que je le dise, puisque voilà, Yves me fait le plaisir d'être ici aujourd'hui. Et tu as eu une expérience qui est juste incroyable, des années et des années d'expérience. On t'a vu à l'Odéon avec Isabelle Huppert pour Luc Bondy. On t'a vu dans le monde entier avec la face cachée de la face cachée de la Lune, bien sûr, de Robert Lepage. Tu as donné la réplique à Nicole Kidman, à Fabrice Lucchini, Léla Becti. Bon, j'arrête parce qu'il y en a trop. Mais surtout, en fait... J'ai beaucoup aimé Léla Becti, qui est une femme adorable, une partenaire adorable. C'est vrai. Bon, ben, on lui passe le bonjour, Leïla, si tu nous regardes. Yves, t'as beaucoup aimé. Non, mais du coup, en fait, ce qui me touche, c'est que t'es quand même quelqu'un des premières fois, j'ai l'impression. Quand je regarde un peu ton parcours, on a le premier clip vidéo québécois qui a été fait par toi. C'était On ne peut pas tous être riches, je crois, ça? Non, c'est le contraire. On ne peut pas tous être pauvres. On peut pas tous oui, c'est être ça. pauvres. Et... On aimerait bien tous être riches, des fois on se pose la question. Bon. Tout à fait. Mais du coup, et puis pareil, tu as été... là, tu vas faire très bientôt... Je perds ma voix. Je vais boire un coup d'eau. Tu as quelque chose à dire? Avec plaisir. Tu as été dans des premières fois aussi de jeunes metteurs en scène au théâtre. Qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui à travailler justement, à prendre des... Parce que est-ce que c'est des risques? C'est des risques limités, mais à travailler avec des jeunes, à accepter ce genre d'invitation-là. C'est quoi la motivation?
c'est que les choses continuent, c'est une course à relais depuis le premier qui a fait des spectacles dans une grotte devant un feu, et puis après ça s'est appelé théâtre, et on a eu Shakespeare, Molière, donc et je pense que j'ai cette chance inouïe d'être apprécié par les jeunes créateurs autant que par les plus vieux, en fait, malheureusement qui sont décédés dans mon cas. Et donc c'est un plaisir immense de voir comment ils voient le métier et de voir où on peut aller, jusqu'où on peut aller. C'est autant au cinéma qu'au théâtre, quoi. C'est oui, fantastique. Ça te donne un peu foi en l'humain, du coup. Oui, puis ça me donne foi en moi. Je me dis, bon, j'ai tout ce que j'ai fait avant qu'ils arrivent. Comme je travaille avec un type qui a 38 ans. Il n'a pas vu la moitié de ce que j'ai fait, en fait. Il a vu les dernières choses. Il était halluciné par la face cachée de la Lune, grâce à Robert Lepage, bien sûr. Et après quoi, on a tourné un film ensemble et puis on a vu une complicité. Il dit, alors l'autre jour, je disais, je te trouve plus mature que moi. C'est Mathieu Quesnel, en fait. Ah, il dit, c'est drôle, je te trouve plus jeune que moi parce que t'as été plus fou que moi, en fait. Bah oui, Et c'est vrai que je suis prêt à toutes les folies. Si je sens que je suis avec quelqu'un de solide et qui connaît et sait ce qu'il veut, en fait, c'est ça l'important. C'est ce qui est fascinant chez quelqu'un comme Xavier Dolan, avec qui j'ai travaillé, bien sûr, qui est tout jeune, savait très bien ce qu'il voulait. Et Mathieu, c'est pareil. Voilà, ça c'est. Mais tu fais confiance aussi, c'est ça qui est. Là récemment, on t'a vu jouer nu au ping-pong au théâtre. En plus, c'est quand même quelque chose. Non, mais tu vois, c'est quand même. C'est entre guillemets une prise de risque. Isabelle Huppert dirait qu'il n'y a pas de risque au théâtre et au cinéma, mais je veux dire, il y a quand même, il faut se mettre nu, quoi. Tu vois, il faut le faire, et pour un jeune créateur, tu leur fais confiance, tu leur donnes, je pense, un crédit aussi. Tu vois, est-ce qu'ils en sont conscients quand ils travaillent avec toi, ou est-ce que ça se fait complètement naturellement? Mais je pense que ça fait partie du métier de se dire, bon voilà, on y va. Si on a la confiance de l'autre, on peut décrocher la lune, c'est le cas de le dire. Et justement, pour avoir joué avec Huppert sur scène, qui est une femme adorable et qui est complètement investie dans son travail, c'est encore une fois un exemple que j'ai raison, quoi. Qui me, voilà, on peut donner toute sa confiance à Luc Bondy, mais aussi chez un jeune créateur qui porte son projet à bout de bras parce qu'il y a moins d'argent, parce qu'il y a moins qui est moins équipé, en fait, pour passer son message. Alors, raison de plus pour le faire. Bien sûr. Et là, au Québec, avec la situation qu'on connaît de là, on dit de la Covid, je crois, au Québec. Vous dites la Covid-19. On dit que c'est un virus. Non, c'est ça. Vous dites le Covid, oui. Mais je pense que c'est vous qui avez raison, parce que, alors qu'ici, on dit que c'est une pandémie, donc là, on dit la Covid, pour la pandémie, enfin bon. Bon, disons le la, qu'importe. On est pogné avec, comme on dit ici. Exactement. Exactement. Et j'imagine, tu étais en répétition, je crois, pour le théâtre. Qu'est-ce que... Je jouais Gauthier, en fait. Je jouais une pièce de Mathieu Quesnel qui s'intitule Trip, qui était inspirée de Kevin Kesey, qui avait écrit One Flew Over the Cuckoo's Nest, et qui faisait partie d'un groupe dans les années fin 60-70 qui traversait les États-Unis en bus pour faire tester toutes sortes de drogues et promouvoir la liberté, l'humain. Oui, c'est ça. Donc, c'était l'après-beatnik et l'avant hippie, en fait. Et donc, tu jouais ça. Le spectacle était là-dessus, ouais. On était 16 acteurs sur scène et du jour au lendemain, on s'est arrêté. Et on peut plus se toucher, c'est curieux parce que on était vraiment 16 acteurs, mais vraiment confiés. On se touchait, on s'embrassait, il y avait rien qui se faisait pas. Et du coup, toi, tu vois, t'as quand même beaucoup de projets, et je pense que l'avenir est quand même un peu certain, c'est-à-dire que t'es pas le jeune artiste qui commence, mais j'imagine que ça a quand même bouleversé ton emploi du temps, et plus largement, est-ce que tu as des craintes, en fait, sur le retour
comment ça va se passer? Est-ce que tu as des rêves aussi? Peut-être que tu as des envies de dire, bon, bah, c'est peut-être l'occasion de faire autrement. Qu'est-ce que tu en dis? Comment ça se profile? Ben, au départ, moi, tu sais, les acteurs, on est souvent à la maison, on travaille nos textes, on fait de la recherche sur les personnages, et puis après, on rencontre les autres. Donc, moi, j'ai une habitude d'être seul, je vis seul, et puis parce qu'en fait, je trouve qu'on rencontre tellement de monde dans ce métier. Moi, j'ai besoin de me retrouver dans mon cocon après, j'ai besoin de... Et ce que je fais, en fait, oui, j'ai été inquiet, en fait, d'une certaine façon, mais... je suis toujours d'ailleurs parce que nous c'est pas donné. Je sais que vous ouvrez vos salles en septembre. Nous c'est pas encore décidé. Je sais pas encore comment ça va se passer. Alors Mathieu Quesnel et moi on a décidé de se faire un Zoom tous les jeudis, une rencontre comme ça comme sur Google et on lance des idées pour un éventuel spectacle. Donc ça me tient vraiment En activité. En activité. Mais sinon, évidemment, moi, j'en ai profité pour faire du rangement, ce que j'ai jamais eu le temps de faire dans toute ma paperasse. Mais ça m'a permis de revoir certains, parce que j'accumulais des articles de journaux depuis mes débuts, puis je me foutais ça dans une boîte. J'ai dit, bon, il faudrait peut-être que je classe tout ça un jour ou l'autre. Et puis, ça fait plaisir de voir le chemin parcouru. Ça m'a permis de voir un peu le chemin parcouru, ce qui est pas toujours évident, parce que je suis quelqu'un qui se remet en question beaucoup, et qui cherche la nouveauté, qui cherche à me dépasser aussi. Alors, ça fait du bien de voir les acquis pour pouvoir pas s'asseoir dessus, mais se prendre pour faire le prochain si je peux dire, comme tremplin, s'en servir comme tremplin, de dire, ah bon, ça c'est fait, maintenant je vais aller ailleurs, je vais aller... Oui, c'est... Mais j'espère bien que les salles vont réouvrir. Je ne sais pas, point de vue cinéma, de votre côté. Nous, le cinéma va reprendre assez rapidement. Ils vont mettre en quarantaine en fait l'équipe technique et les acteurs dans un hôtel. Mm-hmm. Ce sera des équipes techniques réduites et donc après 14 jours ils vont tourner parce qu'ils se disent personne n'est tombé malade. Oui. Voilà, on est une petite famille donc on peut se permettre de travailler ensemble. Oui, nous ça reprend là, ça c'est assez. Et au théâtre alors ils vont placer les salles d'une façon à ce que. Écoute. Pour l'instant, l'Odéon reprenait d'ailleurs. Oui, l'Odéon, moi j'ai reçu aussi là, les propositions, mais il y a déjà des théâtres qui ont réouvert, notamment le Théâtre 14, tu sais, dans le 14e. Bon, c'est une équipe de jeunes, c'est Mathieu Touzé, c'est des jeunes, quoi, et ils font un spectacle, ils sont 7. 2 comédiens dans les gradins, et c'est pour jeune public. Et je crois, du coup, 5 spectateurs. Donc, ils ont pris... c'est complètement dingue, quoi. Mais ils ont essayé de réinventer, puisque c'est le fameux mot, on nous dit qu'il faut réinventer. Ah, ça, je peux plus entendre réinventer. Je m'excuse, mais le théâtre se réinvente depuis les tout débuts. Alors, il faut arrêter avec réinventer, on n'est pas des cons. Non, ça m'énerve. Mais je suis d'accord. Tu sais, comme le monde de demain, bon, il y a le monde de demain et le monde d'hier. Étrangement, moi, j'ai fait le tour de Paris hier soir et je me suis dit, il ressemble étrangement à celui d'hier. Mais bon, voilà. Ouais. En tout cas, il faut espérer. Oui, nous, on réouvre petit à petit et je pense que les choses vont être modifiées de fait. En fait, ça va. On sait pas, mais on va devoir s'adapter, on verra bien. Mais te concernant, parce que c'est quand même le sujet, quels sont les premiers, quand ça va réouvrir, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, on avait le projet de faire La Nuit des Rois de Shakespeare, où j'aurais joué Malvolio, ça c'est au Théâtre du Nouveau Monde, qui était l'équivalent de l'Odéon un petit peu, si je peux dire. Bien sûr. Et puis, mais bon, étant donné qu'il y a beaucoup d'acteurs, c'est la première mise en scène d'un jeune metteur en scène qui attend un bébé en plus, et on est déjà en retard en fait, point de vue costume, point de vue musique, point de vue décor et tout. Nous, on aurait voulu faire des répétitions au mois de mai. On n'a pas pu les faire et on débuterait début septembre, donc c'est trop risqué. Donc on nous a déjà parlé de reprendre le projet pour 2022. Donc dans 2 ans. Ouais, dans 2 ans. Sinon, je reprendrai la pièce Je suis mixte où je joue au ping-pong tout nu avec Mathieu Quesnel. Ça, ce serait possible à la Petite Licorne parce qu'on est 3 acteurs.
Et on intégrerait le fait, parce que ça se passe aujourd'hui, le fait que on peut pas s'approcher trop. Voilà, on en fait un gag. Je pense que ça pourrait très bien s'intégrer. Par contre, dans la salle, j'ai aucune idée comment ça pourrait se passer. Pour l'instant, t'as pas de vision. Mais j'ai des tournages, oui, j'ai des projets de tournage. À l'automne, j'avais un très beau projet, mais c'est une coproduction française, donc j'ai peur que ça ne se fasse pas. Et sinon, je crois que ce qui est le plus sûr, c'est la reprise de La face cachée de la Lune au théâtre le Diamant, à Québec. Le théâtre de Robert Lepage, en fait, qui est son premier théâtre en vrai, parce que auparavant, il travaillait dans un endroit qui s'appelait la Caserne, qui était une ancienne caserne de pompiers, mais où on pouvait pas présenter de spectacle devant public. On pouvait faire des work in progress devant un public invité, si tu veux. Mais c'est tout. On pouvait pas remplir une salle, etc. Donc là, il a son vrai théâtre qui a pignon sur rue au Carré Diouville à Québec, qui est un très bel endroit. Et donc là, en janvier, normalement, je devrais faire La face cachée de la Lune. Et d'ailleurs, pour ceux qui l'ont pas vu, parce que j'imagine que ça existe des gens qui n'ont pas vu La face cachée de la Lune. Moi, j'ai eu la chance de le voir. C'est incroyable quand même. Je crois que c'est 2h30 à peu près. 2h10. Seul en scène, parce que tu es complètement seul en scène, où tu joues ta mère, ton frère, toi-même, avec des décors complètement... Le médecin, ouais. Le médecin. Et puis avec oui, le médecin aussi. Incroyable, un décor. Ça fait combien d'années que tu travailles ce spectacle-là avec Robert Lepage? En fait, j'ai commencé à le jouer à Namur en 2001. Et je l'ai joué pendant 5 ans. Après, j'ai fait un autre spectacle, un seul en scène de Robert Lepage qui s'intitulait le projet Andersen, que j'ai joué aussi à Paris, à Chaillot, et que j'ai tourné dans le monde aussi pendant à peu près 5 ans. Donc, on se retrouve en 2011 et c'est le 40e anniversaire du Théâtre du Trident où Robert et moi avons débuté à l'âge de 20 ans et qui nous demande, on demande à Robert, on aimerait avoir une pièce de toi pour le 40e anniversaire. Ben, il dit pourquoi pas La face cachée de la Lune avec Yves, qui a été un acteur. Moi, j'ai fait mes débuts, j'ai joué Almaviva dans Le mariage de Figaro, j'ai joué du Arnold Wesker, j'ai joué plein de trucs dans ce théâtre, c'était mes débuts. Harold Desmaudes, je jouais Harold. Et donc, j'ai repris La face cachée de la Lune. Et là, ça s'est su, si tu veux. Les tourneurs de Lepage ont su que la pièce avait été reprise. Et ça y est, on est reparti pour une grande tournée qui dure encore. On est en 2020. Donc, j'ai repris en 2011, bientôt 10 ans que j'ai repris. Évidemment, on la joue pas tous les jours, on la joue pas toutes les semaines. C'est des moments dans l'année. Des fois, c'est l'automne, des fois, c'est l'hiver. Et puis, on s'arrange pour avoir plusieurs villes pour comment je dirais, pour pas sortir pour rien, en fait. Oui. Parce que c'est quand même un dispositif énorme. Oui, c'est énorme. C'est un décor qui voyage par bateau. Alors, c'est assez long par container. Et qu'est-ce que ça fait? Parce que moi, j'ai pas encore eu la chance de vieillir. Quoique aussi, 2 ans peut-être avec mon seul en scène, mais j'ai pas eu la chance de vieillir avec tous ces personnages-là. Qu'est-ce que ça fait, vieillir? Alors, pardon, c'est un mot un peu violent, mais quand même. Oui, t'as raison, parce que quand j'ai commencé, j'avais une quarantaine d'années. Oui. J'avais l'âge des personnages, en fait. Bien sûr. Là, j'ai 64 ans, donc et je dis à Robert, bon, est-ce que c'est bien sérieux de continuer à jouer le rôle à 64 ans? Mais il dit, t'es un coryphée, en fait. Tu es le protagoniste qui arrive sur scène et qui raconte une histoire. Alors, tu peux avoir 20 ans comme tu peux avoir 80 ans. Oui. Et après, on s'en fout. C'est à toi de nous faire croire que tu as 40 ans. Et tu prends toujours autant de plaisir à jouer une pièce que tu joues depuis des années et des années? Quand tu montes sur scène, il y a toujours cette adrénaline? Est-ce qu'on se lasse de réciter un poème de Rimbaud? Est-ce qu'on se lasse de réciter du Victor Hugo? Je veux dire, pour moi, Lepage, c'est un grand auteur, c'est un grand metteur en scène et c'est un plaisir renouvelé. Je me vois un peu comme un type qui jouerait Chopin, qui joue les sonates, qui joue voilà, et qui rafraîchit. En fait, le fait de le rejouer, c'est déjà rafraîchissant, je trouve. Bah oui. C'est de le remettre au monde à chaque fois. C'est ça qui est formidable.
Et tu as des réactions en plus à chaque fois. Enfin, moi, la fois que je l'ai vu, Oui, c'est toujours les réactions sont incroyable. nouvelles. Voilà, les gens ils disent oui, vous êtes seul en scène, oui, mais j'ai tout le public qui réagit pour la première fois ou la seconde fois, Mm, peu mm, importe. mm. Et donc c'est jamais lassant, c'est jamais lassant. Est-ce qu'il y a des, des gens avec qui, des fois, je fais des petits appels à projets? Bon, généralement, c'est des gens qui sont très émergents. Mais est-ce qu'il y a Mais bon, on va le faire pour toi aussi, on ne sait jamais. Est-ce qu'il y a des auteurs ou des metteurs en scène ou des réalisateurs, qu'importe où, hein, avec qui tu as envie de travailler, que tu n'as pas encore réalisé ce rêve-là? Je dis toujours à cette question, je y réponds toujours le prochain ou la prochaine. Ouais. Il y a- Parce que je ne, comment je Tu dirais, fantasmes pas sur... non, je ne veux pas avoir ce genre de désir parce que tout ce qui peut arriver, c'est tu risques d'être plus déçu en fait que d'être comblé parce que les chances que qu'un projet arrive ou quoi que ce soit, moi tant que je suis pas devant la caméra ou je suis pas sur scène, j'aime mieux. Bon, oui, il y a des gens donc de qui j'apprécie le travail énormément, bien sûr. Mais bon, je sais pas, il y a un truc de mauvais sort Oui, de t'as peur fait que de les ça... nommer. Oui, oui, je comprends. Je sais pas, il y a un truc. Tu préfères pas, tu Je préfères sais pas. Mais Ouais, je préfère pas nommer, mais j'aime les univers différents, j'aime les univers glauques, j'aime les univers souriants, j'aime les classiques autant que les modernes. Alors bon, voilà, je ne demande qu'à être séduit par quelque chose que je ne connais pas encore en fait. bah oui. Et tu fais partie de ces rares, enfin rares, je sais pas si c'est rare, mais quand même, souvent, quand on est comédien, réalisateur, on passe par la case mise en scène où on tourne un long métrage. C'est souvent un peu, on se le demande, bon, ben, quand est-ce qu'il va faire? Et toi, on en a déjà parlé et tu me disais que non, tu étais vraiment satisfait dans ton rôle de comédien, interprète, et que c'est pas un désir que tu as. Toujours pas? Ouais, quand j'ai fait le clip On ne peut pas tous être pauvres, c'est moi qui l'ai réalisé Ah, donc avec tu l'as déjà fait. un directeur, Richard Cloutier, qui était un directeur technique, qui venait d'ouvrir sa boîte de vidéos, en fait, qui faisait des vidéos. Et j'ai eu envie de le faire. J'avais fait un storyboard parce que je dessine. Moi, j'aime beaucoup dessiner, donc j'avais fait tout le storyboard. Mais c'était toutes les. Enfin, enfin, ce qui était laborieux, c'est que c'était amateur. Hein, c'est évident. C'était pas. Ça, c'était la première fois et j'avais pas une équipe en fait derrière pour me soutenir. J'étais moi-même le producteur, donc j'ai trouvé ça un peu pénible. C'est peut-être pour ça que j'ai pas. Mais quelqu'un me donnerait un projet, peut-être que ça m'intéresserait. Mais en même temps, je oui, puis c'est bon, c'est curieux parce que quand je travaille un personnage, je le vois dans son Environnement. dans l'environnement. Et puis mon défaut, quand j'étais plus jeune acteur, c'était que je fixais des choses déjà avant même d'être sur le plateau de tournage ou sur la scène. Donc les gens disaient non, ah bon, puis j'étais ah bon, moi je le voyais pas comme ça. Tu sais, alors oui, alors et là je faisais et je disais puis j'expliquais pourquoi et là je dis ok. Et j'ai finalement compris que c'était pas mon film et c'était pas ma pièce de théâtre, c'était pas mon spectacle. Donc je me mets au service. J'ai tellement appris à me rendre au service que j'ai comme un peu effacé ce côté de moi. Et j'essaie maintenant, quand je travaille un texte, de l'apprendre n'importe où. Si c'est un monologue, de le dire debout, assis, sur le bol des toilettes, dans la douche, partout, n'importe où, en faisant le lavage. Tu sais, parce que justement pour m'habituer à ne pas fixer les choses. Mais j'avais besoin, en fait, c'était un besoin de me rassurer, d'arriver sur un plateau de tournage rassuré en me disant, bah tiens, je vais aller là. Et l'erreur aussi que je faisais en début de carrière, c'est que j'expliquais au metteur en scène ce que je voulais faire. Et c'était tellement compliqué ce que je voulais. En fait, l'explication était plus compliquée que de le faire. Alors, j'ai eu cette chance de travailler avec une grande metteur en scène ici au Québec, Denise Filiatro, qui me disait Yves, surtout ne le dis pas, fais-le et après on va dire oui ou non.
bien Mais sûr. épargne-nous l'explication. Bah oui, 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 il faut être dans l'action. Et puis, je t'ai entendu dire, il me semble, hein, de t'avoir entendu dire que après les tournages de Denis Arcand, donc je crois que les Invasions barbares, c'est le premier que tu as fait avec Denis Arcand ou pas du tout? Non, Non, c'est le déclin de l'Empire américain, voilà, le déclin de l'Empire américain. si tu veux, qui est le grand-père, Hmm, en fait, qui est plus vieux que les invasions. Les invasions, c'est la suite du c'est déclin de la l'Empire suite. Voilà. américain. Et Et j'ai fait un premier film avec Denis qui s'appelait Le crime d'Ovid Plouffe, qui n'est pas sorti en France, qui est un film d'accord. sur un drame qui s'est déroulé au Québec. Voilà. C'était un peu une commande pour Denis, c'était pas vraiment un truc à lui. Hmm. Et je crois que je t'avais entendu dire dans une entrevue qu'en gros ça t'avait libéré un peu parce que tu jouais un personnage qui était gay et assumé et Oui. affirmé. Et tu fais aussi partie un des premiers acteurs québécois à assumer complètement ton homosexualité publiquement, quoi. Oui, oui, Et ben c'était une époque où ça se portait bien de faire son coming out, j'imagine, parce que maintenant les gens s'en foutent un peu. Mais et c'était, oui, puis il y avait une pression sur moi. Je me souviens avoir fait une entrevue pour un magazine qui s'appelait L'Actualité. Et la journaliste m'a dit, vous savez, Yves, si vous dites que vous êtes homosexuel, vous aurez la première page. c'est ce qui t'a poussé à le Ben, dire, j'ai non? dit, écoutez, madame, je ne sais pas de quoi vous parlez parce que j'étais vraiment pas prêt à Ouais. le dire à ce moment-là. Et puis, en fait, j'ai toujours souffert de pas avoir on dit en anglais role model, comme on dit en français, un De modèle. modèle, ouais. Ouais, un modèle, simplement, c'est tout à fait français. Et parce que bon, moi je suis de la génération où il y avait Elton John qui venait beaucoup faire des spectacles à Montréal. Et on savait plus ou moins dans le milieu geek qu'il en était, et même qu'il avait un type qui entrait dans les bars quand il était en scène à Montréal, et un chercheur de tête qui faisait le tour des bars gays Pour prendre et qui ramassait des garçons pour aller fêter avec Elton John le soir Ah même. oui, d'accord. Donc ça savait que Elton John était gay, mais il le disait pas. Alors on n'avait personne pour dire, regarde, même Elton John et maman est homosexuel ou papa, tu vois. Mm. Et David Bowie, la même chose. On pensait que David Bowie un jour allait dire qu'il était homo parce qu'il avait eu le malheur pour lui de dire qu'il était bi, puis il paraît qu'il l'a regretté. Et peu importe, on cherchait. Et donc je me suis dit, moi j'allais avoir 40 ans. Mon meilleur ami venait de mourir de cette terrible maladie du sida. Donc je me suis tellement je savais pas du tout ce qu'allait être l'interview. Mais c'était une grande journaliste du Québec, Denise Bombardier, qui est connue en France, qui a passé beaucoup à Bernard Pivot. J'ai dit, bon, quand même, il faut que je me prépare. Et j'ai dit, bon, si elle me pose la question, êtes-vous homosexuel ou non? Qu'est-ce que je fais? Et ça me tracassait tellement que je suis arrivé à son interview Et tu lui as j'ai dit, dit que j'étais homosexuel. je suis homosexuel, voilà. Comme ça, c'est fait, on ne parle J'ai plus. pas dit comme ça. C'est pas dit comme ça, mais j'imagine bien. elle me parlait parce que je jouais à Chaillot, ici, au Québec, c'était très important parce que c'est les acteurs, je crois que je suis un des premiers acteurs à avoir joué sur une grande scène nationale En France. en France. Donc, c'était un succès avec Rupert Everett et tout ça. Et donc, elle a voulu... et j'ai dit, oui, mais l'envers de la médaille, bon, voilà. Là, je raconte que j'ai un ami qui est mort du sida. Et je me suis dit à dire, il n'y a aucune honte d'avoir cette maladie. Il n'y a aucune honte d'être homosexuel. Et là, j'ai dit, je suis homosexuel. En fait, voilà. Est-ce que ça t'a... ce moment-là, est-ce que dans ta carrière, en fait, est-ce que ça t'a libéré d'un certain point quand tu jouais, par exemple, de dire maintenant je m'en fous, enfin je m'en fous, je suis. Non, c'est pas dans la carrière, c'est dans la vie que ça m'a fait beaucoup de bien. Tu vois vraiment la couleur des choses, tu vois ceux qui t'aiment vraiment, ceux qui t'aiment pas et ceux qui t'aimaient parce que tu étais acteur, que tu étais connu. Donc, on voit les vrais amis, la famille a été pour moi extraordinaire. Même j'avais un oncle qui avait dit un jour, considérons-nous chanceux. Il n'y a pas de divorcés, il n'y a pas de péquistes, c'est des indépendantistes. Et il n'y a pas de tapette dans la famille. Il avait dit ça un jour. Et moi, j'avais failli dire oui, c'est moi, tu sais, mais je l'avais pas fait pour toutes sortes de raisons. Et il m'a téléphoné le soir de l'interview pour dire à quel point il m'aimait et qu'il regrettait d'avoir dit ça un jour dans sa vie. Oui, ça a permis des évolutions, quoi. Et je suis content qu'on en parle parce que je trouve que c'est malheureux
la réaction des parents français vis-à-vis de leurs filles ou de leurs garçons qui se reconnaissent homosexuels. Et il y a une association qui s'appelle Le Refuge, qui fait un travail extraordinaire. Et enfin, si je peux passer un petit message, ce serait celui-là, d'encourager à aller voir, en fait, le Refuge. Moi, j'ai connu des gens qui en ont bénéficié. En gros, c'est quand des personnes sont rejetées du fait de leur orientation sexuelle ou parfois identité sexuelle maintenant aussi. C'est une forme de racisme, hein, je veux dire, parce qu'il n'y a pas moyen de leur parler à ces parents-là. Moi, j'ai conseillé au Refuge, j'ai dit, mais pourquoi vous n'écrivez pas une lettre aux gens, aux parents, pour dire, venez parler avec nous, venez discuter, venez rencontrer votre fils, vous allez voir votre fille. Je veux rien. Non, ça n'existe plus. C'est comme, c'est viscéral, c'est horrible, c'est horrible. Oui, ouais. C'est pas simple. Bah, écoute, merci pour ton petit appui. Pour mon petit pétage de coche. et écoute, pour finir le pétage de coche, c'est ton moment libre. C'est un petit moment libre dont je t'avais parlé. Exploite-le comme tu le souhaites. Oui, ben justement, on parlait de racisme et puis non, parce qu'en fait, c'est là depuis tellement longtemps et tout. Et là, il y a un type formidable que tout le monde connaît qui est à l'Académie française et qui s'appelle Dany Laferrière, qui vient d'écrire dans le journal La Presse un papier intitulé « Le racisme est un virus ». Et tu voudrais lire ça? Très fort. Ouais, ben je vais en lire quoi? J'ai 1 minute, je vais en lire un petit bout. Allez, vas-y, je t'écoute. Bon, soyons clairs. Le racisme naît, vit et pourrait même mourir un jour. Il est contagieux et se transmet d'un être humain à un autre. Toutefois, sa rapidité de contagion varie selon le lieu ou la situation. On peut d'ailleurs créer de toutes pièces des situations qui augmenteraient sa vitesse et sa puissance, alors que d'autres la diminueraient. À certains moments, on annonce de nouvelles vagues à l'horizon. On s'en étonne alors que des signes avant-coureurs avertissaient de l'imminence du danger. Le chômage, la misère, la violence urbaine et l'absence de courtoisie sont des agents capables d'accélérer son éclosion dans un lieu où sa présence était embryonnaire. On parle évidemment que le racisme est un virus. Mais le racisme a cette particularité de ne jamais naître à l'endroit où on se trouve. C'est un virus qui vient toujours d'ailleurs. Si le chômage fait soudain rage, on montre alors du doigt les nouveaux venus qui conservent en eux, semble-t-il, ce gène de la misère qui permet au racisme de féconder. C'est en voyant un malade qu'on apprend l'existence du virus, sinon il reste invisible. Ce qui fonde l'idée que le malade est responsable de la maladie. Si le blanc pense que c'est avec le noir que ce virus est arrivé en Amérique, le noir croit, lui, que c'est la cupidité du blanc à vouloir exploiter son énergie qui le garde encore vivant. Il n'y a pas de noir sans blanc, comme il n'y a pas de blanc sans noir. Eh bien, je continue ou c'est bon? Bah, moi, on ira le lire, mais merci. On ira le lire et je pourrais t'envoyer le lien si tu veux. Bien sûr, je pourrais le mettre en lien, quoi. Ouais. On a reçu t'as reçu un message, non, je crois? Ça a fait tululung. Ah non, c'est quelqu'un qui s'est connecté. Je sais pas, il y a eu un petit bruit étrange dans mes oreilles. Mais je te remercie beaucoup. C'était comme toujours quand on se parle, très enrichissant. Quand on se voit. Agréable. Ben oui, là, on se voit à travers un écran. Mais tu vas. Oui, c'est agréable. Tu vas, on espère. Là, il y a eu la Mytho sur Arte. C'est tourné. Alors, Mytho, moi, en fait, j'ai réussi à tout tourner mes scènes avant la pandémie. Donc, tu ne reviendras pas tout de suite. Ouais. Non, puis eux, ils n'ont pas terminé le tournage. On souhaitait ouvrir sur Arte cet automne, mais je crois que c'est pas possible. Bon, ben, espérons d'autres projets en France, c'est tout ça qu'on se voit un peu. Ah bah oui, puis de toute façon, je viens toujours voir mes amis une fois de temps en temps. Bon, ben, on a bien hâte. Et pour finir, tu sais, je finis toujours par un petit mot. Le premier mot qui te vient en tête et qui pour toi représente l'espoir. Le premier mot qui te vient en tête. Lumière. Lumière. Eh bien, merci pour cet échange lumineux, mon cher ami. Et puis, on se dit à très vite. À très vite. Merci. Gauthier, merci beaucoup. Chut. Bouche à bouche, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais promis, on réouvre très vite nos bouches.